À la page 56 du chapitre 26 de mes notes de cours, on résout une dernière situation dans la section 1.2 de Séguin, la situation 4 qui s'intitule « Une bille chargée en équilibre » et dont on peut prendre connaissance à la page 28 de Séguin. Après une première lecture, on va identifier les données. Donc la première donnée qu'on rencontre dans la description de la situation, c'est la longueur de la corde de 25 cm. Je l'ai écrit ici sous forme de mètre. C'est une longueur, donc j'aurais tendance à utiliser le L majuscule. Je crois que j'ai mis l'indice C lié à la corde, mais ce n'est pas strictement obligatoire, donc je dois même les avoir ici. Là, C pour corde. La deuxième valeur qu'on rencontre, c'est la bille qui est accrochée au bout d'une baguette de bois qu'on va approcher de notre pendule. Donc, on s'aperçoit qu'il y a deux charges, fait que là, les indices prennent un peu plus d'importance. Donc, on nous donne une première charge qui est de 5 micro-coulombs. J'ai mis le micro avec le chiffre pour me rappeler que dans mes données numériques, là, je vais faire 5 fois 10 à la moins 6. Donc, le B pour la bille. On l'approche, puis au niveau du pendule, la corde fait maintenant un angle de 30 degrés avec la verticale, je crois qu'on nous dit. Donc, j'ai appelé ça l'angle tête AC. Il va s'agir de bien l'identifier sur le dessin. On peut commencer des fois là, immédiatement à faire les deux en même temps quand ça nous aide à comprendre. Donc, la longueur de la corde était ici. La bille dont on parle ici, c'est la bille qui est au bout d'une baguette de bois. C'est QB qui est ici. Je n'ai pas dessiné la baguette de bois comme telle. Mon angle de 30 degrés, donc ma corde va être en arrière ici quand on va la décacher. L'angle de 30 degrés, c'est l'angle avec la verticale que j'ai ici. Lorsqu'on continue à lire les données du problème, on nous dit qu'un coup qu'on a approché, la position d'équilibre, j'ai une distance entre QB et la bille qui est au bout de la corde. J'ai une distance qui est de 10 cm ou de 0.1 m. Donc la distance entre A et B. Donc j'ai ma masse A qui est ici. Évidemment, pour le tirer, si j'ai une plus ici, c'est parce que j'avais une moins ici. Donc c'est ma charge QA qui a une certaine masse. Et on cherche justement quelle est la charge QA qu'on doit avoir pour réussir à avoir justement notre distance RAB. C'était pour ça que j'étais venu ici tout à l'heure, pour montrer la distance RAB. On nous donnait justement la masse MA, celle que j'ai mise sur le dessin, parce que pour faire mon équilibre, il va falloir que je tienne compte de la force gravitationnelle. Initialement, c'est ce qui aurait l'air mon dessin. J'ai 6 variables ici. J'ai fait un dessin où ce que j'ai représenté ces 6 variables-là. Je ne sais pas quelle tournure que ça va prendre. Fait que, on voit que j'ai rajouté des choses sur le dessin, là, mais pour l'instant, je m'arrêterai là et j'essaierai de commencer à résoudre mon problème. Résoudre mon problème, ça veut dire regarder le point d'interrogation qu'il y a là, réaliser que je cherche une charge, que je suis dans le domaine de l'électromagnétisme. Donc, je vais utiliser la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, que j'ai donc réécrit ici, tirée directement du formulaire. Je suis allé dans mon formulaire quelques instants là, pour vous montrer quand je l'ai tiré du formulaire, c'est la formule qui est ici. Mais j'avais mis juste à côté une forme équivalente que je n'ai pas utilisée encore jusqu'à maintenant parce que, entre autres, je n'avais jamais essayé d'isoler Q1 ou Q2 dans cette formule-là. Mais quand on isole, que notre inconnu qu'on veut isoler, c'est Q1 ou Q2, on est peut-être mieux de les séparer comme ça. Ça revient exactement à la même chose. Prendre la valeur absolue de la multiplication ou la valeur absolue de chacun des termes, là, mathématiquement, on pourrait trouver que prouver que cela donne le même résultat. Mais c'est comme plus facile après ça d'isoler notre variable. De retour à mon problème, on va voir donc que j'ai adapté l'équation de base de Coulomb à ce problème-là, c'est K, QA fois QB divisé par R carré, et que j'ai pris la version où je mets 2 fois les valeurs absolues parce que je m'apprête à isoler QA. Okay. Faites attention, j'ai fait quelques simplifications par rapport à la dernière version imprimée, simplifications qui facilitent toujours la vie des étudiants en termes de compréhension, mais qui fait qu'on n'a pas toujours tout à fait les mêmes lignes. Quand je dis que ça simplifie, j'ai enlevé carrément une ligne parce que je continue justement à travailler avec mes valeurs absolues, ce que je ne faisais pas avant, puis c'est plus facile quand on continue à traiter les valeurs absolues plutôt que d'essayer de mettre un signe. Donc j'isole, parce que c'est mon inconnu, j'isole la valeur absolue de QA. Ça va donner FE fois RAB au carré, divisé par K fois QB, puis lui aussi a sa valeur absolue. C'est plus facile que de mettre le signe. Et je peux mettre les chiffres, mais je m'aperçois que j'ai 2 inconnus. Donc j'ai une équation, puis j'ai 2 inconnus dedans. Je suis bloqué. Je vais prendre un autre outil.
je suis bloqué par une force, ben là, on va aller faire de la dynamique, on va aller faire de la mécanique du premier cours de physique, somme des forces. Évidemment, c'est un équilibre, ça ne bouge plus. Donc, on va utiliser l'équilibre de translation selon X, selon Y, parce que je vais être en 2 dimensions. Ce qui m'amène à ajouter XY sur mon dessin. Quand je commence à parler selon X, selon Y, mais il faut que la personne qui me présente le problème me précise où était son système de coordonnées, parce que c'est pas toujours comme ça qu'il est, il peut être autrement. Donc, je vais faire la somme des forces selon X est égale à 0. Prochaine ligne n'est pas obligatoire, je la mettais dans le cours de mécanique là, pour bien rappeler aux étudiants qu'on fait une somme. Fait que vous allez voir une somme des forces, c'est vrai. Avant même de commencer à faire ma somme des forces, quand j'étais à cette étape-là, que je dis que je vais reprendre des lois de Newton, j'identifie toutes mes forces sur mon problème. Évidemment, j'ai la force électrique, la charge moins est attirée par la charge B. J'ai FG, les étudiants n'ont pas de misère à mettre un FG, cette particule-là possède une certaine masse. Et il y a une corde, il y a une force de tension cachée à l'arrière, ici. Donc, ça vient de s'ajouter sur mon dessin parce que je veux faire la somme des forces. J'ai 3 vecteurs force. Ça veut dire que je vais avoir 3 termes à faire la somme. Pas obligatoire de le mettre, vous voyez, c'est en rouge différent, mais je le mets souvent pour aider les étudiants à voir que j'ai tenu compte des 3 forces qui sont sur mon dessin. Mais personnellement, j'aurais à le faire, je ne l'écrirais pas, j'aurais passé immédiatement à l'étape suivante. FGX ne contribue pas selon l'axe des X, FG est totalement par en bas. C'est en rouge différent, donc ça ne serait jamais apparu. Moi, j'aurais commencé avec FE, qui est vers l'arrière selon l'axe des X. J'aurais écrit moins FE ici. Puis FT selon X, FT n'est pas à 100% selon Y, n'est pas à 100% selon X, donc je suis obligé de calculer sa composante selon X, que j'avais mis ici. Et une composante selon X, la façon que moi j'enseigne de le prendre, c'est toujours de prendre le module fois le cos de l'angle, et cet angle-là étant défini dans la même direction que l'axe des X. Donc c'est ça que je suis venu ajouter sur mon dessin, dire l'angle que j'utilise, c'est l'angle ici. Et c'est toujours un angle que j'ai défini, moi, selon la direction de l'axe des X. Ça me permet là, de simplifier mes problèmes à quelque part. On pourrait se demander, on a fait les signes pour les 2 termes ici. Lui, je l'ai fait directement moi-même parce qu'il est à 100% vers l'arrière, mais je ne mets pas un moins ici ou un plus, même si ma corde, même si ma tension, on relise les vecteurs, si ma tension aurait été comme ça, je n'aurais pas écrit un moins ici. Parce que le signe de cette chose-là est caché à travers le cos de l'angle. Ici, mon angle aurait été beaucoup plus grand, puis ça aurait donné un signe moins, le moins qu'il y a ici. Pour l'équivalent d'une force vers l'arrière comme ça, le moins apparaît dans le cos de l'angle. C'est lui qui fait apparaître un signe moins. Okay. Mais là, présentement, de toute façon, il pointait vers l'avant, donc là, ça restait un plus. Mais je ne change jamais ces plus-là. Pour moi, c'est une sommation. C'est le symbole qui est ici, sommation. Donc, c'est toutes des sommes. Mais des fois, il y a des contributions négatives que je mets moi-même, puis des fois, il y a des contributions négatives qui apparaissent par l'angle. On veut avoir une valeur de FE, donc on va se préparer à isoler FE, on va l'isoler immédiatement. FT va aller de l'autre côté, cos θ t. Je peux mettre des chiffres là-dedans, mais je m'aperçois que je ne connais pas FT, donc c'est pas suffisant pour résoudre le problème. Il va falloir que je continue une étape de plus. On pourrait dire, ici, 60 degrés, c'est pas le 30 degrés que j'ai utilisé, donc il y a eu un calcul. Je devrais le montrer. 30 degrés, c'est ici, 60 degrés, c'est ici. C'est un triangle qui est ici. 180 points triangle, où les 2 angles qui sont opposés aux 90 degrés donnent aussi un rapport de 90. Donc, j'ai fait un calcul ici. Donc, il est précisé. Je ne cache jamais aucun de mes calculs pour pouvoir retrouver une erreur et expliquer de où vient le chiffre. Donc, mon θ que j'ai utilisé est égal à 90 moins 30 que là. Fait que si quelqu'un me dit de refaire le calcul pour un autre angle, j'ai tout... Je retrouve facilement les étapes que j'ai à faire pour obtenir le résultat. Bon, on était bloqué par le FT qui est ici. Je vais faire la somme des forces selon Y est égale à 0. Ligne non obligatoire, mais qui rappelle que j'ai 3 forces dans le problème, que j'ai 3 forces sur le dessin, mais que je les étudie maintenant en Y. En Y, maintenant, c'est FE qui vaut 0. Tout ça n'était pas obligatoire. Le FT selon Y, si je l'ai décomposé avec un angle tout à l'heure, c'est sûr que je vais le décomposer encore avec un angle. Tandis que le FG selon Y, il est à 100% vers le bas. Lui, quand je l'analyse, il y a un signe moins qui apparaît. Et maintenant, je peux isoler le FT dans cette équation-là, qui va me donner, FG va venir de ce bord-ci.
divisé par le sin de θt, puis on a une loi de physique qui dit que Fg, c'est égal à ma fois G. J'ai rajouté du jaune là, pour montrer que c'est une loi de physique que j'ai pris à cet endroit-là. Et je pourrais vérifier si je connais tout ce qu'il faut dans cette dernière formule-là, mais effectivement, toutes les choses sont connues, ce qui me confirme que je n'aurai pas besoin d'aller plus loin. Et au besoin, je peux même déjà calculer une valeur de Ft. Mais ce n'est pas ce que j'ai besoin. C'est un résultat intermédiaire. On peut le calculer si on veut. Mais en bout de ligne, personnellement, je vais ramener ma troisième équation en termes de symbole dans la deuxième. Je vais remplacer Ft ici par tout ce qu'il y a là. Puis après ça, ça me donne une nouvelle équation. Puis cette nouvelle équation-là, je vais venir la remplacer ici pour obtenir le QA. Donc, c'est des mathématiques, là, du déplacement d'équations, de retravailler les équations ensemble. Mais un coup qu'on le fait, ben, ça nous donne sous forme de formule, une formule générale, ce qui permettrait que si quelqu'un me demanderait de recalculer plusieurs fois la même chose avec des chiffres différents, ben, je pourrais toujours appliquer tout simplement ce résultat final-là. La formule qui est ici. Je pourrais mettre les chiffres dedans. Donc là, c'est tous des chiffres connus et ça me donne ma réponse finale. Évidemment, c'est le module. Ben, la question, c'est quelle est la charge avec son signe. Hein? Il n'y a pas de module en avant. Mais ça, c'est plus la logique qui me fait dire qu'on allait mettre une moins ici pour que ça puisse s'attirer. Donc là, c'est moi qui ajoute le moins à la fin pour ma réponse finale de charge. Entre-temps, ici, je vais calculer la force électrique, là, qui était possible de calculer aussi, mais qui n'est pas recherché par le client, donc ça ne l'intéresse pas de connaître ces chiffres-là.